Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Alors comment ça se passe dans votre domaine? Est-ce que la population est sensible à vos mises en garde? Vous touchez suffisamment de gens pour faire bouger les choses? Tu parles? Non, je n'ai pas de moyens de pression, je ne représente pas un secteur économique ou une association, et ce ne sont pas mes quelques dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux qui vont changer la donne. Quelles sont les menaces, les risques, auxquels vous voulez nous préparer? L'énergie c'est comme la drogue. Au début c'est sympa, mais plus on consomme, plus il nous en faut. Sauf que la gueule de bois va finir par arriver. L'humanité a connu un développement inouï depuis qu'elle tape dans l'énergie fossile, augmentation de la population, de nos standards de vie, etc. Mais tout ça se paye, il y a des factures impayées qui s'accumulent, elles s'appellent changement climatique, déforestation, etc. Et la population s'en fout? Ça ne serait pas à cause de l'idéologie consumériste à l'américaine? La population se rend compte qu'il y a un problème, mais pas au point de changer spontanément son mode de vie. Les Américains ont développé une idéologie liée à leur environnement, quand les Européens sont arrivés sur ce continent ils ont eu tout à profusion, des terres, de l'espace, des ressources de toutes sortes, d'où cette idéologie qui est née dans un contexte d'abondance et où la liberté était la priorité. Mais l'abondance du monde a des limites, en Europe on les a observées déjà quand nos ressources en charbon se sont épuisées, ou quand notre continent avait perdu la majorité de ses forêts. C'est pareil pour la Chine, ils ont bien tapé dans leurs ressources pendant quelques décennies mais on voit que leur approvisionnement pétrolier par exemple n'augmente plus aussi vite qu'avant. Ils commencent aussi à avoir des problèmes sur la quantité de terres cultivables et sur les rendements agricoles. C'est peut-être pour ça que ces connards s'intéressent à la question environnementale. Bon, et le mix énergétique, dans 10 ans, on aura quoi à votre avis? Le mix énergétique mondial aujourd'hui est dominé à 80% par les combustibles fossiles, pétrole, charbon et gaz. Dans 10 ans cette répartition n'aura pas changé. Si on n'est pas trop con on aura peut-être diminué un peu la quantité totale d'énergie consommée, mais j'en doute. Je vois. Et l'économie on en parle? Il faut rappeler le rôle de l'énergie dans l'économie. L'énergie permet de créer des flux physiques, transformer du minerai de fer en fer, transporter un meuble fabriqué entre l'usine et le magasin, l'économie fonctionne grâce à ces flux physiques créés par l'énergie. L'économie est tellement étroitement liée à l'énergie à disposition que si on regarde les chiffres l'approvisionnement énergétique global est passé par un maximum en 2006, passé cette date, on a vu le chômage augmenter partout, ce qui a provoqué la crise des subprimes et donc la crise financière de 2008, etc. Cette baisse de l'emploi est structurelle, les pays qui ont réussi à la compenser par la suite l'ont fait en créant des emplois de mauvaise qualité, partiels ou mal payés. Ça explique aussi la montée du vote populiste dans les années 2010. Aucune mesure économique ne va changer durablement cette tendance, il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques. On a inventé il y a 2 siècles une science économique qui ne prend pas en compte la physique, on ne triche pas avec la physique. Mais nos politiciens, ils sont forcément au courant de ça? Ils ont des gens qui les informent sur le sujet? Sur l'importance de l'approvisionnement énergétique. Où ils connaissent l'importance de l'approvisionnement énergétique, mais pas de là à faire le lien avec le fait que l'énergie va décroître. Prenons l'exemple du nucléaire. Bon, nos politiciens veulent en sortir, mais ils n'ont pas compris que remplacer notre production électrique nucléaire par une production énergie renouvelable, ça coûtera beaucoup plus cher et avec plein de complications du fait de l'intermittence de l'énergie solaire, éolienne etc. La réponse c'est qu'on ne va probablement pas réussir, comme l'Allemagne a échoué jusqu'à maintenant malgré des investissements énormes. Donc dire « on sort du nucléaire » revient à dire « on contracte l'économie ». Mais ça, les politiciens n'ont pas l'entourage suffisant autour d'eux pour leur expliquer. Bon et le nucléaire vous en dites quoi? Où en sont les réserves mondiales? Quels sont les enjeux sécuritaires? Et les défis techniques et le stockage des déchets? Rappelons déjà que le nucléaire ce n'est que 15% de la production électrique mondiale. 5%. Et toc. Non 15% de l'électricité, pas de l'énergie, bordel concentre-toi un peu mec. Je continue, le nucléaire c'est un moyen d'amortir progressivement la décroissance dont j'ai parlé juste avant. Pour les risques, contrairement à ce qu'on rabâche en France,
ils sont à relativiser. Les gens sont très mal informés, ils savent pas les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires, comment on mesure leur radioactivité, etc. Et oh. Et Tchernobyl, on en parle? Laissez tomber. Prenons le cas de Fukushima, s'il n'y avait pas eu le mouvement de panique suite à l'évacuation, il n'y aurait eu aucun mort. Il y a une commission des Nations Unies qui s'appelle l'ONCEAR qui a fait une compilation d'articles scientifiques sur Fukushima, d'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés sur place. Tchernobyl avait des équipements très particuliers qui ont provoqué l'incident. Non mais regardez un peu la durée des demi-vies des composés radioactifs. Écoutez un peu, le plus vieux gisement radioactif au monde il date d'il y a 2 milliards d'années. C'est au Gabon, c'est un gisement d'uranium-235, qui a une demi-vie de 700 millions d'années. En plus ce gisement il produit des réactions assez similaires à celui de nos centrales car il y a des infiltrations d'eau depuis la surface. Et bien depuis 2 milliards d'années, ce gisement en réaction n'a dérangé personne, et personne n'est là pour vérifier que la sûreté est bien respectée et que les déchets sont pris en charge. Vous n'êtes pas payé par le lobby nucléaire, hein? Carbone 4, ma société, fait 5% de son chiffre d'affaires avec EDF. Donc indirectement je suis rémunéré par le nucléaire, ça vous va? Mais bien avant de collaborer avec eux j'ai écrit des livres en faveur du nucléaire. Écoutez, avec le dioxyde de carbone qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son état naturel, même si on arrêtait toute émission immédiatement. Donc j'en ai marre qu'on vient de me faire chier avec des déchets nucléaires qui au bout de quelques siècles, je parle bien des déchets hors plutonium, ont perdu l'essentiel de leur radioactivité. Et le changement climatique a déjà des effets visibles, le printemps arabe et la guerre civile en Syrie en sont des conséquences indirectes. Alors que fait-on, à l'échelle de l'Europe pour commencer, il faudrait une taxe carbone? Pour ça il faudrait faire plier l'Allemagne, ce qui est compliqué. Comme évoqué, l'Allemagne a concrètement choisi de tourner le dos au nucléaire, quitte à favoriser pour le moment les ressources fossiles. En plus, les milieux économiques et industriels allemands n'ont aucune envie de faire baisser l'approvisionnement d'énergie ou de rendre celle-ci plus chère. La seule chose qui fonctionne avec les Allemands, c'est de les traiter de nazis quand ils ne nous donnent pas ce qu'on veut. Comme les Grecs l'ont fait avec la crise de l'euro. Bon, vous êtes arrivé en retard et on va devoir clôturer l'interview. Une petite question, l'affaire Alstom, vous avez suivi? Donc Alstom était une boîte qui fabriquait des trains et des centrales électriques. Alstom a probablement souffert du coup de frein mis au développement des centrales à charbon et au gaz, et aussi de la concurrence chinoise et autres sur le développement d'équipements pour les centrales nucléaires. Donc Alstom s'est vendu. Autre chose, c'est quoi l'histoire avec Carbone 4 et Notre-Dame-des-Landes, et Nicolas Hulot? Carbone 4, ma société, a été mandatée pour faire le bilan carbone de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Comme Nicolas Hulot me connaît personnellement, on l'a accusé d'avoir joué un rôle dans le choix de Carbone 4. En réalité, il n'a joué aucun rôle là-dedans, c'est Michel Badré qui est l'ancien président de l'autorité, qui est venu nous chercher. Je signale qu'on parle d'une mission à 18 000 €, donc des clopinettes. Parfait. Tenez, est-ce qu'à titre personnel vous préparez l'effondrement écologique? Maison à la campagne, etc. Non, le survivalisme à l'américaine, c'est-à-dire je me terre dans une maison de campagne, avec un an de boîte de conserve, un fusil pour tirer sur tout le monde et 3 hectares de forêt pour avoir de quoi se chauffer, eh bien ça n'est pas mon truc. Je préfère la vision de Pablo Servigne qui dit que la bonne manière de se préparer à une société en effondrement c'est de constituer des réseaux de solidarité. Pour terminer, un conseil, une bouteille à la mer pour les générations futures? C'est un mauvais arbitrage du temps que de passer, quand on a 1 heure, 50% du temps à poser un problème et 50% du temps à le résoudre. En fait il vaut mieux passer 95% du temps à poser le problème, parce que derrière on n'aura besoin que de 5% du temps pour le résoudre. Que les jeunes se documentent, correctement, et cela les aidera à avoir une vision de la situation et des indices pour prévoir leur avenir. Merci Jean-Marc, merci. Merci Jean-Marc, merci.